9h30, l'heure du débat, comme tous les matins sur Direct Gestion, 9h30, 10h. Mon invité ce matin, Sébastien Lemonnier, gérant Action Européenne. Bonjour Sébastien. Bonjour. On va revenir 5 minutes sur l'édito qui était consacré ce matin aux résultats US du premier trimestre 2015, des résultats attendus évidemment plutôt en baisse par rapport à l'année dernière. On parlait des secteurs qui vont s'en sortir, plutôt les financières, ceux qui vont en pâtir, à contrario le secteur pétrolier, en tout cas énergétique. Alors c'est pas votre cœur de métier puisque vous êtes plutôt sur l'Europe, mais on a l'impression que ce qui se passe aux États-Unis au niveau des résultats, c'est vraiment l'opposé, le pendant des bonnes nouvelles en Europe. Oui, il y a toujours ces moments de on aime ceci à tel endroit et puis l'inverse à un autre moment. On a un fonds chez Mansartis qui s'appelle Mansartis Amérique qui a justement eu déjà assez bonnes performances et qui aujourd'hui reste prudent. Par exemple, vous citiez les pétrolières, en effet, il y a une exposition qui est très faible aujourd'hui sur ce secteur. La différence peut-être aussi par rapport à l'Europe, c'est que les niveaux de valorisation restent assez élevés aux États-Unis sur les valeurs. Peut-être parce qu'un Schlumberger ou autre finalement sont très très bonne qualité. En Europe, on a des valeurs qui sont beaucoup plus déprimées. C'est pour ça que moi, j'ai commencé à en faire depuis le début de l'année dans mon fonds. Et sur le fonds Amérique, en fait, il y a une exposition, mais qui est liée à ce dollar qui devient quand même assez cher par rapport à l'euro notamment, ou aux autres devises, sur des sociétés plutôt domestiques. Donc je sais qu'il y a une position qui a été faite en Starbucks. Donc voilà, donc c'est justement une des complémentarités dans nos gestions, cette capacité à pouvoir échanger des idées sur des secteurs, sur des valeurs, et puis parfois d'implémenter quand moi je veux regarder par exemple une société qui s'appelle CNH en Europe, qui est notamment très fort sur la partie agricole, qui a la marque Iveco sur la partie transport. Je parle avec mes collègues qui sont eux soit sur John Deere aux États-Unis, soit sur Komatsu au Japon, donc ça crée aussi des vraies synergies entre nous. Oui, justement sur le marché, on a le sentiment d'un découplage, pour le coup, véritablement en tout cas sur les performances boursières entre l'Europe qui va très très bien et les États-Unis qui patinent, qui nous habituent pas à ça. On n'a pas cette décorrélation normalement. Les États-Unis vont pas bien, Paris on s'enrhume. Aujourd'hui, on dirait que c'est l'inverse. Est-ce que ça peut continuer selon vous, ou est-ce que s'il y avait vraiment quelque chose qui se passait sur les États-Unis, on en subirait les conséquences? Alors je pense déjà il faut relativiser ça parce qu'il y a l'impact des devises qui est assez importante. Aujourd'hui, si vous êtes un investisseur euro, vous investissez aux États-Unis, peut-être sur les indices vous ne faites pas grand-chose, mais déjà sur la monnaie vous gagnez. Et puis à contrario, si vous êtes un investisseur américain qui investit aujourd'hui sur les actions européennes, vous profitez certes de la hausse du marché européen, mais avec la baisse de l'euro, vous n'avez pas gagné tant d'argent que ça. Donc il faut aussi peut-être remettre tout ça en perspective. Mais vous parlez quand même des marchés de flux dans une note dernièrement. C'est justement. Est-ce que ce marché est uniquement tiré par les flux, ou est-ce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles en Europe au niveau fondamental? C'est les deux. Les deux, clairement. Après, le fait que l'euro baisse, il continue de baisser, on peut dire qu'à la fois c'est des flux, mais il y a quand même aussi des raisons derrière. Peut-être qu'il était tout simplement survalorisé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, dont c'était le cas chez Mansartis, qui attendaient justement cette baisse de l'euro par rapport au dollar depuis très longtemps. Fondamentalement, les nouvelles sont bonnes et étaient déjà bonnes avant même le lancement du quantitative en Europe. Il ne faut pas oublier que les sociétés en Europe ont fait beaucoup de travail de restructuration. Il faut souvent distinguer quand même les sociétés européennes cotées en bourse et toutes les PME qui, par contre, elles, comme en France, peuvent beaucoup plus souffrir. Les sociétés européennes, françaises, allemandes qui sont cotées en bourse, elles font qu'une petite partie de leur chiffre d'affaires dans leur pays local. Elles sont souvent exportatrices, elles ont très souvent des avantages compétitifs parce qu'en Europe, on est peut-être une vieille industrie, mais on sait peut-être mieux faire que d'autres des voitures, on sait très bien faire du ciment, on sait voilà, faire plein de choses. Et puis ces sociétés ont vraiment beaucoup amélioré leur structure de coûts. Les niveaux de marge sont déjà très bons, alors même qu'on n'a pas eu forcément beaucoup de croissance de chiffre d'affaires, donc un levier opérationnel qui a été limité. Et les bilans des sociétés n'ont jamais été aussi sains, et ça c'est même mondial, puisque c'est la même chose au Japon, c'est la même chose aux États-Unis ou en Europe. Donc tout ça pour nous c'est des vecteurs plutôt de performance et qui doivent être rassurants sur l'ensemble de la classe d'actifs des actions. D'accord, alors justement le triptyque, vous le disiez, euro faible, pétrole, énergie en baisse, taux historiquement faible, est bien en place, donc alignement des planètes quasi parfait en Europe. Est-ce que ça peut durer, ou est-ce que vous pensez qu'on peut avoir maintenant, que les effets effectivement sont en place, on peut commencer à avoir des mauvaises nouvelles par exemple? Non, moi c'est ce qui me fait un petit peu gratter la tête, c'est un peu là, avec
un peu d'ironie, tout le monde est au courant, même ma maman qui n'y connaît rien à la finance, est au courant de ce fameux triptyque gagnant. Donc ça peut éventuellement Je être vous une regarde, source, attention. je suis pas sûr, mais ça peut être en tout cas une source d'inquiétude, ça clairement. En revanche, quand je regarde les niveaux de valorisation, parce que pour moi c'est ce que Monsieur Marché en fait anticipe, donc est-ce qu'il est excessif ou pas, je vois aujourd'hui un marché qui reste plutôt attractif en termes de valorisation. J'ai en tête en plus que depuis 3 ans, on a eu quand même un cycle de baisse des bénéfices des sociétés avec beaucoup de révisions à la baisse par les analystes depuis 3 ans. Donc on est sans doute aussi au bout du chemin, ce qui veut dire qu'il y a un potentiel d'appréciation qui est non négligeable. Et puis ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des segments de marché où clairement on a ces mouvements de flux qui deviennent un peu irrationnels quand les acteurs, enfin les investisseurs cherchent à tout prix du rendement, sortent du coup de la classe d'actifs obligations parce qu'il n'y a plus rien à gratter aujourd'hui et vont par défaut sur des acteurs comme Nestlé, sur des acteurs comme Air Liquide, Essilor, Linde. C'est des gens qui cherchent un peu de rendement, qui se disent c'est pas risqué parce que c'est de la qualité. Moi ça je commence à trouver ça risqué. Et si je prends l'exemple de Nestlé, Nestlé se paye 25-30% plus cher que sa valorisation de moyenne historique sur 10 ans. Fondamentalement, Nestlé est une très belle société, je suis pas en train de dire l'inverse, mais je trouve qu'aujourd'hui elle est survalorisée. Parce que justement on a ce mouvement de flux qui est un investissement par défaut pour avoir un petit rendement de 3-4%. Et on se dit c'est Nestlé donc c'est pas risqué. Pour moi, ça c'est un petit peu excessif et si ça continue de monter, ça deviendra très irraisonnable. A contrario, il y a des segments de marché, notamment sur les small et mid cap, où on continue de trouver des bonnes idées sur des valeurs cycliques qui sont exportatrices ou peut-être pas toutes justement exportatrices parce que la baisse de l'euro a été bien anticipée, sans doute pour ça que la bourse allemande fait très bien depuis le début de l'année. Et puis sur un pays comme par exemple l'Espagne, où j'ai à peu près 10-12% du portefeuille, on continue de trouver des bonnes idées avec parfois des sociétés qui peuvent être exportatrices ou tout simplement des sociétés qui sont très fortes dans leur pays d'origine. Et c'est la même chose également en Italie. Alors justement, cette rotation sectorielle, c'est vrai que c'est curieux, évidemment, surperformance dans l'automobile depuis le début de l'année, les télécoms s'en sont bien sortis. Pourtant, malgré la reprise, pour l'instant, on observe les banques qui reprennent timidement, les cycliques également, ça n'a pas encore tout à fait repris. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il y a des secteurs que vous allez privilégier ou vous faites vraiment du stock picking? Non, enfin, le stock picking, mais qui souvent, le fruit du stock picking fait qu'on peut avoir des biais ou pas sectoriels. Et clairement, c'est le cas. C'est-à-dire que télécom, je trouve que c'est beaucoup trop cher. Food and beverage, donc on en parlait avec Danone, Nestlé, etc. Ou ça peut être des spiritueux. Pareil, on trouve ça assez cher. A contrario, des valeurs cycliques, elles sont aujourd'hui encore relativement attractives, même si, par exemple, une des grosses positions que j'ai en portefeuille, Volkswagen, puisque vous parliez de l'automobile, ou même un Plasticomium comme fournisseur automobile que j'ai également en portefeuille, même si c'est des titres qui ont beaucoup monté, c'est les titres qui justement n'avaient pas bien fait du tout depuis 2-3 ans. 2014, il y avait justement un paradoxe, ça faisait partie des rares segments de marché où on avait commencé à avoir des bénéfices à la hausse revue donc par les analystes et pourtant le marché n'avait pas bien fait. Donc pour moi cette forte hausse par exemple sur un Volkswagen qui je crois a pris quasiment 50% en l'espace de 6 mois, c'est juste du rattrapage. Quand je regarde la valorisation aujourd'hui, elle me paraît toujours pas irraisonnable. On a une génération de flux de trésorerie. C'est la même chose sur un acteur comme Plasticomium qui a une vraie visibilité. Je crois l'année dernière, ils n'ont jamais eu autant de nouveaux contrats donc, qui ont été annoncés. Donc on a une très bonne visibilité. La production automobile va continuer, c'est structurel. C'est pas forcément rationnel, mais c'est structurel, ça continue de monter. Et puis si vous êtes capable de trouver des acteurs sur des niches où structurellement il y a un peu plus de croissance, comme c'est le cas sur Plasticomium, parce qu'il y a encore beaucoup de réservoirs essence par exemple, ou diesel à modifier sur les pays émergents, où c'est encore la vieille technologie et le plastique justement apporte des solutions en termes de poids. Ben là vous pouvez trouver justement un acteur gagnant où vous profiterez du cycle mais aussi de force fondamentale sur le groupe. Donc quand on parle de secteur, vous restez investi sur ce segment automobile ou para-automobile. En revanche, pas encore de cyclique, ça vous paraît trop tôt? Si, des cycliques, on en a. Enfin, l'industrie automobile est quand même assez cyclique. On a quand même toujours pas mal de cycliques aussi. J'ai beaucoup de sociétés industrielles, j'ai beaucoup de sociétés cimentières. Une forte conviction dont je vous parle souvent, c'est Vicat. Alors oui, en Europe et notamment en France, l'industrie du ciment va peut-être pas repartir tout de suite, mais je sais que les mauvaises nouvelles sont déjà dans les cours. A contrario, quand on a une exposition sur le marché indien, quand on a une exposition sur le marché américain, là les choses sont justement en train de commencer à fortement s'améliorer. Et sur l'industrie du ciment, ce qui est positif, c'est qu'on a un effet volume, mais derrière on peut aussi avoir un effet sur les prix, donc un fort levier opérationnel sur la marge et sur la génération de flux de trésorerie. D'accord. Donc ça j'aime beaucoup. Après on peut, en allant dénicher d'autres valeurs sur le marché
anglais, j'ai une valeur qui s'appelle Morgan Advanced Material, qui est ma plus grosse position en fait en portefeuille. C'est une valeur qui est spécialisée sur la céramique et sur le carbone. Et c'est une histoire un petit peu à la Imerys, pour ceux qui connaissent justement Imerys, où il y a eu une revue du portefeuille d'activité ces dernières années. Ils ont cédé une grosse partie de leur activité, ils sont concentrés surtout sur des niches. Aujourd'hui, ils ont 85% de leur activité qui leur permet de dégager des marges qui sont plutôt aux alentours de 14-15%, avec en plus une diversification métier, puisque leur savoir-faire, c'est de pouvoir produire, de transformer de la céramique ou du carbone pour en faire une application dans votre vie de tous les jours. Donc ça peut être dans un téléphone portable, ça peut être dans vos ordinateurs, ça peut être dans votre voiture, ça peut être dans l'industrie, dans l'aéronautique. Et donc c'est ça aussi que je trouve assez intéressant. Donc il y a cet aspect cyclique, mais toujours cyclique de qualité, c'est ça que j'aime bien. Alors on va passer dans la seconde partie du débat, une large partie sur les valeurs que vous préférez. Une question quand même sur cette rotation sectorielle, cette fois du côté des large cap versus small et mid cap que vous connaissez bien. J'ai l'impression que ça ne s'est pas tout à fait fait, c'est-à-dire que pour l'instant on reste, enfin les gérants restent beaucoup justement sur ces large cap. Comment vous expliquez ça aujourd'hui? Je pense qu'il y a toujours ce côté flux, là encore une fois, puisque quand vous sortez des obligations pour acheter des actions et que vous voulez quelque chose de qualité qui vous rassure, vous allez plutôt faire de la grosse large cap de qualité plutôt que de la small mid cap. Pour moi, là aussi, c'est pas forcément. C'est peut-être que c'est un manque à gagner pour mes investissements, mais en tout cas, c'est plutôt sur les small et mid cap que je continue de trouver des choses intéressantes. C'est souvent des sociétés qui croissent plus vite que le marché. Ça devient souvent des stars de demain d'ailleurs. Elles sont souvent aussi parfois mieux gérées, elles sont plus simples. L'actionnaire a souvent des intérêts qui sont plus proches de ceux des investisseurs dont je fais partie. Les salariés peuvent être aussi beaucoup mieux motivés aux résultats de la société, donc ce qui est plutôt positif. Et donc là, oui, on continue de trouver plutôt beaucoup d'idées, et notamment sur le segment des small cap. Il y a toujours un peu cette perception comme quoi les small et mid cap sont risqués parce que volatiles. Quand on regarde sur le long terme, elles ne sont pas beaucoup plus volatiles finalement que les large cap. Et à contrario, elles ont une vraie surperformance, comme ça a été le cas depuis 10-15 ans. Alors, oui, je crois qu'il n'y a que 3 années dans l'indice small et mid. 3 années, alors je pourrais pas le 2007, 2008 et 2011, où elles ont sous-performé l'indice large, par exemple sur Paris. Donc small et mid ont fait mieux que le CAC 40. Et pour l'instant, alors vous pensez qu'il va y avoir un redémarrage de ces small et mid, qu'on va les redécouvrir une fois qu'on aura fait le plein des larges, ça va se faire progressivement. Moi, c'est un segment de marché sur lequel je travaille depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Donc ça se passe toujours de façon. Il peut y avoir des à-coups, mais qui ne sont pas forcément négatifs. Elles sont moins suivies par définition. Donc il y a, à la différence de Nestlé, il n'y aura pas un papier qui va être écrit tous les jours par un vendeur action. En revanche, en général, les périodes de publication de résultats peuvent être justement un moment où les investisseurs vont regarder, parce qu'ils vont dire tiens, cette société-là finalement a sorti des résultats qui sont quand même très très bons, avec une croissance plus forte. Et donc c'est là où je pense que naturellement on aura des flux qui vont sans doute revenir sur ce segment-là, mais de façon plutôt saine, puisque ce sera tiré par des résultats de société qui seront de qualité justement. Très bien. Alors justement, dans la deuxième partie du débat, on va regarder quels sont vos choix de société. Notamment, vous revenez actuellement sur l'Angleterre et également sur l'Espagne. On va parler valeurs dans une petite minute. Ce sera la deuxième partie du débat. À tout de suite.